Retour dans ce studio, justice et gouvernance. Que retenir de ce procès? Sylvia et Nouroudine Bongo Valentin. Nous sommes avec plusieurs invités et consultants dans cette émission. Nous avons abordé la première partie qui consistait à faire le bilan justement de cette audience, de ce procès. Et nous avons écouté les différentes interventions ici. Nous allons tenter d'analyser les perspectives de ce procès. Il y a des sommes d'argent qui ont été s'inquiéter de la gouvernance future de notre pays avec tout ce qu'on a appris au cours de ce procès. Messieurs, je vais d'abord donner la parole encore à monsieur Michel Ndong. Quel est votre avis sur les perspectives justement? Est-ce que c'est faisable? Vous parlez du recouvrement des fonds. Le recouvrement des fonds. Qui sont logés dans des banques de façon frauduleuse. Effectivement, parce que là, nous sommes dans les perspectives. Mais c'est très simple, cher monsieur. Si les inculpés ont finalement été condamnés pour recel, c'est-à-dire pour avoir détenu des sommes d'argent de façon illégale, illicite, mais c'est simple, on récupère ces fonds. S'ils sont à BGFI, c'est là à côté, et c'est l'occasion, une fois de plus, il faut insister là-dessus, d'entendre aussi les gestionnaires de ces banques, il n'y a pas que BGFI, pour qu'ils nous disent effectivement comment cet argent s'est retrouvé dans leur caisse, et je crois qu'il ne sera pas difficile pour le gouvernement de les récupérer, mais dans la question peut être celle de savoir à quel usage serviront ces fonds. Est-ce qu'ils seront injectés dans le circuit public pour participer au financement des projets d'envergure que nous observons? Est-ce qu'ils vont servir à rembourser? Moi, c'est une proposition que j'avais comme ça, à rembourser la dette, parce que le pillage aussi a servi effectivement à nous enfoncer de ce côté-là. C'est quand même 4 000 milliards, monsieur Tchema. C'est quand même plus de 4 000 milliards qu'on a audité ici. Au Gabon, officiellement, c'est 4 000 milliards. Bon, officiellement, ici, c'est 4 000 milliards. Mais combien peut se retrouver à l'extérieur? Il y a ce qu'on a appelé dans ce pays les paradis fiscaux. Il faut que la diplomatie, on nous a inventé une nouvelle diplomatie agissante, puisse aller convaincre les paradis fiscaux, la Suisse et tous nos partenaires, la Grande-Bretagne et l'Union européenne, pour qu'on permette à tout cet argent qui sont dans leur banque, parce que c'est dans leur banque finalement. Ici, on nous a dit, du point de vue du procès, que les 250 milliards de M. Ali étaient encore là. Bon, on ne sait pas si les autres, tous les montants qui ont été avancés sont encore dans ces banques. Parce qu'on n'a pas parlé de saisie. Si on parle de saisie, c'est que cet argent est quelque part. Est-ce que certains fait ce qu'on appelle la thésaurisation, c'est-à-dire prendre de l'argent et aller enfuir ça dans un pays dont on ne connaît pas, et ensuite, quand on va vérifier les banques, il n'y a plus grand-chose. Mais moi, il y a une dimension quand même institutionnelle que je voudrais insister. L'histoire et le récit, c'est ce qui s'est passé autrefois. Et ça devait nous porter, pour nos institutions, il faut que nos institutions fonctionnent. Vous avez Ali qui est tombé malade, qui a eu l'AVC. La Cour constitutionnelle de l'époque nous a parlé de disponibilité temporelle. Ça n'avait rien à voir. C'était même pas évoqué dans la Constitution. Ali il est tombé malade, il a eu l'AVC. Écoutez, c'est un être humain. Bon, maintenant, le dispositif était clair. Il fallait la vacance du pouvoir. On a tergiversé, on est rentré à gauche et à droite. Conséquence de course, on en arrive là. Parce qu'on a des gens qui se sont usurpés en termes de titre, en termes de pouvoir. Parce que la signature d'Ali a été usurpée. Ça, c'est clair. Bien entendu, Ali Bongo, c'est un être humain, c'est sa femme, c'est son fils. La chaleur familiale, il ne peut pas à la face du monde venir dire que madame a fait ceci. Mais c'est ça la réalité. Elle est implacable. Parce que les institutions, là, à commencer par la Cour constitutionnelle, n'a pas joué franc jeu. Il faut qu'on le dise. Parce que ça, là, c'est du colmatage. La réalité, c'est d'abord la Cour constitutionnelle. Si elle avait réglé ce problème-là, on ne serait peut-être pas arrivé là. Ces gens ne seraient plus au pouvoir. On devait avoir un autre pouvoir. Omar Bongo est décédé. Ça n'aurait pas été aussi catastrophique. C'est pas en 80. Le grand maître Omar Bongo est décédé. Il y a eu une communication officielle. Rogomba a fait la transition. Il y a eu élection à un moment donné à l'époque. Vous voulez s'entêter dans le gouvernement transitoire. On lui a dit on ne pouvait pas juger de parti en tant que ministre de la Défense. Et il y a eu élection. Donc il faut que les institutions vibrillants fonctionnent correctement. Les choses ont commencé
commencé c'est la dimension à historique. vaciller au Gabon. Voilà. Je pense que depuis le début, on le dit que notre système de gouvernance est vraiment imparfait. Ça, il faut le reconnaître. Au-delà des agissements de ces... Ils ont pu... Dans un pays qui est bien structuré en matière de gouvernance, on a des pays comme le Botswana. Moi, j'ai été en formation aux États-Unis en 2012 dans les questions de transparence et bonne gouvernance. On a une structure qui est appelée le Bureau de la responsabilité du gouvernement, qui travaille pour le Congrès américain. Tous les jours, cette structure est chargée de contrôler. C'est-à-dire qu'il y a des pays où ce qu'on a entendu là, ce qu'on a vu là, est impensable. $1, c'est $1. Et dans le statut de l'exécutif, par exemple, américain, c'est interdit d'offrir des cadeaux. C'est-à-dire que c'est écrit, le cadeau est interdit. Lorsque le cadeau est autorisé, on a mis le montant de la valeur, par exemple, $10. Si tu reçois un cadeau de $11, tout de suite tu es sanctionné. C'est-à-dire qu'ils ont des dispositifs tellement... je vais vous prendre l'exemple d'une juge de qui a été sanctionnée parce que tous les ans, elle partait dans le même état à la même période. Et ils ont mené des enquêtes, ils se sont rendus compte que c'était la date d'anniversaire de son fils. Donc, elle y allait tout le temps. Donc, elle a été démise de ses fonctions, elle a été sanctionnée parce qu'ils ont fait ressortir que, en fait, c'était un moyen vraiment d'aller fêter l'anniversaire de son fils avec l'argent du contrôleur. Elle a été sanctionnée. L'achat des billets de l'État, là-bas, les miles, ce n'est pas le ministre, ce sont les fonds de... C'est-à-dire que tous les miles, là, rentrent dans un compte de l'État. Donc, ils ont tellement bien organisé. Et le contrôle citoyen de l'action publique, je pense que là aussi, nous avons péché en tant que peuple gabonais de ne pas avoir assez de courage. Il y en a qui ont osé, mais... là, nous rentrons dans la 5e République. Il faudrait que désormais, on ne laisse pas, qu'on n'attende pas. Les institutions, la Cour des comptes ne doit pas intervenir après. Non, il faut lui redonner vraiment ce rôle-là de traquer vraiment l'exécutif, travailler avec le Parlement. Je sors par exemple du Parlement. Bon, le Parlement gabonais n'a pas une ligne pour les contrôles parlementaires. Le Parlement gabonais, bon, je peux vous le dire, tout le monde n'a pas l'expertise quand vous allez enquêter surtout la volonté. Encore que... Il y a la volonté, mais on n'a pas forcément... C'est-à-dire que nous, on a par exemple mené une enquête... Mais il y a des cabinets d'expertise on s'est pour ça. retrouvé... Non, le contrôle parlementaire, ce sont les députés qui... les députés, là, oui. on est en train de remettre maintenant... Alors là, vous allez dans une entreprise où on a fait une enquête et tout, on s'est retrouvé avec toute une salle de documents. Tu sais pas... C'est-à-dire que si tu n'as pas des notions en matière de finance et tout... Donc, c'est vraiment d'interroger tous les mécanismes, tous les dispositifs et le manque de communication entre les structures. La commission fait son travail, la Cour des comptes fait son travail. Il n'y a pas, lorsque nous étions aux États-Unis, on s'est dit pourquoi il y a eu le 11 septembre? Parce que les administrations ne communiquaient pas entre elles, ils ne partageaient pas les informations de façon horizontale. Chacun rendait compte à son supérieur et chacun avait des indices, des signaux, mais ils n'ont pas pu constater que plusieurs administrations avaient les mêmes signaux et qu'il fallait agir. C'est la même situation. Lorsqu'on parle de bonne gouvernance et de transparence, chacun fait ce qu'il veut. Non, il faut tout repenser. C'est vraiment ce procès arrive à point nommé et au président d'avoir le courage de repenser la gouvernance. C'est un effort collectif. Parce que les sommes qu'on donne aux institutions... D'abord, donner la parole au docteur Koéné. Docteur, vous avez, comme tout le monde, suivi avec beaucoup d'attention ce procès. Vous êtes expert en sciences du comportement. Docteur, vraiment, quelle est votre analyse à froid de ce verdict et de ce que nous avons entendu durant une semaine de ce procès? Merci pour cette opportunité qui m'est donnée pour partager quelques avis tout à fait modestes. Je dois dire en tant qu'être humain d'abord, que ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu est purement et simplement inhumain. Comme quelques-uns et les uns et les autres l'ont dit, avoir autant d'argent
et côtoyer la misère et la pauvreté, c'est diabolique même. C'est diabolique. Je pèse les mots, c'est diabolique. Venons-en au comportement. Parce que le comportement, c'est une science. On va se poser la question, mais pourquoi les gens font ce qu'ils font? La question est toute simple. En fait, les gens font ce qu'ils font parce que dans leur conscience est intégré un message qui leur dit que ce qu'ils font, on peut le faire sans être inquiété. N'oublions pas, je côtoie les Saintes Écritures aussi, il est clairement dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Sans être forcément religieux, quand un enfant, un agent de l'État craint l'autorité, craint dans le sens non pas de la terreur ou de la violence, la crainte c'est le respect strict de l'autorité. Quand le respect strict est là, il n'y a pas de doute, on se tient correctement pour ne pas être en déphasage par rapport à la norme. On peut le voir dans nos familles, on peut le voir dans une famille cellulaire, on peut le voir dans une institution, dans un service. Le respect nous impose à faire ce qui est droit, à s'abstenir de ce qui n'est pas droit, au risque d'être soit puni, soit regardé de travers, voyez-vous. Mais ce qu'on a entendu montre très bien que les gens qui sont là, ou les gens qui ont posé ces actes-là, en fait, si on se positionne comme psychothérapeute, ce sont des gens malades mentaux, ou malades mentaux si vous voulez bien. Ce sont des malades mentaux. Si on se positionne comme formateur, ce sont des incompétents. Ils ont de l'incompétence morale et éthique. Parce que n'oublions pas, on peut être compétent parce qu'on a de l'expertise dans le domaine de la science politique, dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine du droit, dans le domaine de la médecine, peu importe le secteur. On a appris, on a été dans de bonnes universités, on est compétent sur le plan technique et professionnel, mais les compétences éthiques et morales sont tout autre chose. On peut les acquérir par des formations, et d'ailleurs, c'est aussi l'occasion d'interpeller un peu les hommes de foi, les hommes de loi. Parce qu'en fait, puisque nous parlions de valeurs, quand quelqu'un fait une chose et il estime que ça le grandit, il va le faire. Quand quelqu'un estime que quelque chose le diminue, le dévalorise, il s'abstient de le faire. Cependant, il faudrait comprendre que ce qui est arrivé parce qu'en fait, les systèmes et les repères de valeurs ont été pervertis. Nous le savons, il n'y a rien de nouveau. On n'a pas besoin d'être un expert particulier. On sait que dans notre pays, dans nos communautés, si j'ai été nommé quelque part et que je ne vole pas, je serai regardé comme ridicule parfois, comme stupide même. Regardez la perversion, à quel niveau elle a atteint des sommets dans nos communautés. Quelques-uns l'ont dit. À tous les niveaux de la République, il y a cet état d'esprit qui s'est installé pour dire que, pour constater que, quand les gens volent, quand les gens détournent, ça ne porte aucune atteinte dans la conscience. Voyez-vous, on a donc là un sérieux problème de foi. Et c'est un problème spirituel. Spirituel, ce n'est pas la religion, c'est les convictions. La foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ce qu'on lit, ce qu'on apprend. Et quand on a foi en des valeurs, il n'y a pas de doute, ces valeurs guident nos comportements. Voyez-vous. Je peux m'arrêter dans le Maître Béranger. Ouais. Anita, peut-être une préoccupation pour Maître Béranger. Pour revenir sur, on parlait tout à l'heure du verdict final. Et Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et donc moi, je me demandais si les décisions de justice de saisie des biens et les amendes, alors voilà. Je me demandais si les saisies des biens et les amendes pourront être récupérées et reversées dans le patrimoine national. Est-ce que le législateur prévoit cela? Est-ce qu'il y a des mécanismes pour récupérer? Écoutez, je vous remercie. Oui, bien sûr, il y a tout un mécanisme judiciaire qui permet justement de récupérer les biens, de récupérer les fonds. Les amendes sont des amendes qui sont en faveur de l'État, ce qui est différent des dommages et intérêts qui sont en faveur des parties civiles. Là, vous avez l'État qui est partie civile en même temps, et donc qui va donc bénéficier des amendes qui vont rentrer dans son trésor public, mais également en tant que partie civile qui va recevoir les sommes qui ont été allouées en titre de dommages et intérêts. Et donc l'État, il faut voir que l'État représente un peu la société. Sur ça, vous avez remarqué que l'État était du même côté
que le ministère public représenté par le procureur général. Et donc, il y a des mécanismes qui vont certainement au Gabon, ce sera plus facile parce qu'on est chez nous et parce que c'est une décision, lorsque les 5 jours de recours possibles seront épuisés, aura acquis, je veux dire, le caractère définitif. Et donc là, maintenant, ce sera l'État, avec sa volonté, sa détermination, de tout mettre en œuvre pour effectivement procéder à la confiscation effective de ces biens, de récupérer ces fonds s'ils sont dans les banques ici au Gabon, et également de les reverser sous quelque manière que ce soit dans le trésor public, c'est-à-dire le flux des ventes des biens qui auront été saisis doit être reversé au trésor public. Les fonds qui ont été saisis et confisqués, qui sont dans les banques privées, doivent être saisis et reversés au trésor public. Et donc, parce que c'est de l'argent qui revient à l'État, et l'État ne devrait pas avoir un autre compte que le compte qui est au trésor public. Mais sur un tout autre plan, si vous me permettez, allez-y maître, parce que vous voulez relancer. Bien sûr, mais vous savez ce qui se passe dans notre pays, ce que les gens ont estimé que l'argent public, c'est leur propriété. Les gens ont estimé et sont convaincus qu'en utilisant l'argent public pour leurs besoins personnels, ils ne seront pas sanctionnés. Ils seront protégés par leurs amis tapis dans l'ombre qui font exactement la même chose. Et donc, comment on règle tout ça pour notre pays? C'était ça justement la préoccupation. Voilà, comment on règle tout ça? Comment on règle ce problème? Mais voilà, il faut, et comme là. Comment être sûr que l'argent qui va sortir de ces saisies rentrera effectivement au trésor? Mais écoutez, il y a que la confiance, il y a que la confiance à avoir. S'il n'y a pas de transparence, je ne saurais pas. Et je prends au bon ce que Madame, je pense vénérable, a dit. C'est-à-dire que vous savez, dans les autres pays, mais voilà. Et donc, ce que Madame Ogologuende a dit, et c'est ce qui doit se faire dans une république, dans un pays qui se respecte. Il faut qu'on comprenne que le système d'allégeance ne marche pas. Très bien. Le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité ne marche pas. Vous savez, au Bénin, le président Patrice Talon est en train de faire voter une loi qui interdit toute forme d'allégeance. Ce qu'on appelle le conabilisme. Allégeance au président de la République, au ministre. Vous roulez dans notre pays aujourd'hui. Les élections sont terminées. Mais vous avez les photos du président de la République et des candidats partout dans la ville. D'accord? Mais voilà. Et donc, comment peut-on autant utiliser l'image du président de la République après les élections qui se retrouve partout? Parce que les gens estiment qu'il faut faire allégeance au président de la République, il faut donc laisser ces photos partout. Alors que nous ne sommes plus en campagne. Quand on est dans un pays qui se respecte, dès que la campagne est finie, on doit enlever l'effigie du président de la République partout. Parce que c'est la première institution de notre pays. Vous ne verrez pas en Allemagne, en France, aux États-Unis, après les élections, l'effigie du président de la République restait aussi longtemps dans les rues, dans les carrefours, dans les ronds-points. C'est l'image du président de la République. Parce que justement, on a perdu les valeurs élémentaires de respect de l'autorité. On a perdu les valeurs élémentaires même de respect entre nous. On n'aime pas notre pays, on ne se respecte pas. On est guidé par une seule chose, le désir d'avoir de l'argent. Monsieur, comment pouvez-vous expliquer aux Gabonais qui cravachent tous les jours, qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, pour chercher à nourrir sa petite famille, qui, malgré ça, paye les impôts, donc essaie de contribuer à l'effort commun. Et on lui dit que son argent, que nous tous, nous contribuons pour construire notre pays, le président de la République de l'époque, se permettait, dans un coup de tête, de dire à un de ses collaborateurs, de rechef, prends 2 milliards, donne 2 milliards. C'est un bonus. C'était un bonus. Mais cet argent, parce que justement... Encore est-ce qu'il a été prouvé que le président, ça sortait de la... Oui, mais monsieur, le fait est que quand vous discutez avec les gens, ils vous disent que c'est les fonds de souveraineté. Et le président en dispose comme il veut. Non, ce n'est pas vrai. Le président n'en dispose pas comme il veut. Parce que ces fonds de souveraineté sont inscrits dans la loi de finances. Et parce qu'ils sont inscrits dans la loi des finances, c'est donc la propriété du peuple gabonais. Et étant la propriété du peuple gabonais, il doit nous justifier l'utilisation de ces fonds parce qu'ils sont mis à sa disposition exclusivement dans le cadre de ses activités présidentielles. Ils ne sont pas mis à sa disposition pour aller acheter les vêtements, les habits de ses copines.
Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut des commissions de contrôle, de surveillance, pour que le président de la République, et ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Allemagne, ça se fait dans des grandes démocraties, les fonds du président de la République, les fonds de souveraineté sont gérés, mais on doit s'assurer qu'ils sont gérés pour le but dans lequel ils sont mis à disposition du président de la République. Donc, c'est tout ça qu'il faut restructurer, monsieur. Le système Bongo PDG, excusez-moi, surtout avec les 14 ans de monsieur Ali, qui était un véritable scandale pour notre pays. Mais si les militaires n'étaient pas intervenus, nous serions toujours avec beaucoup aujourd'hui qui sont à l'UDB, qui crient olé olé, qui seraient exactement en train de faire la même chose. Et donc le procès qu'on vient de vivre, je l'espère, devrait nous amener, nous tous, parce que nous avons tous des péchés à prendre conscience que ce pays, c'est le nôtre, quoi, en fait. Et il faut que nous le travaillions, il faut que nous le rendions digne, il faut que nous le nourrions. Et il faut que quand des personnes arrivent de l'extérieur, ils nous respectent. Parce que nous avons de belles routes, parce que nous avons des universités qui valent, parce que nous avons de beaux aéroports, parce que nous avons, je veux dire, un système, un mode de vie qui donne envie de venir vivre au Gabon. Michel, et tant qu'on ne l'a pas, et tant qu'on a ce qui se passe, malheureusement... Ce sera M. Tchema, et on va revenir peut-être au docteur, avant de retomber chez Madame Ogouligende. Michel? Oui, il y a une nuance qu'il faut encore opérer à la suite de Maître entre fonds de souveraineté et fonds politiques. Les députés ont les fonds de souveraineté. Je crois qu'ils sont de 10 millions. D'accord. Mais vous verrez, ces députés... 10 millions, c'est pas plus? Oui, je crois. Sauf si ça a encore évolué. Ou c'était plus avant. Mais vous verrez, ces députés en période de campagne, certains ont 100 millions. Certains ont 150 millions. Ils servent à quoi ces fonds occultes? En fait, ce sont des fonds occultes. C'est l'achat des électeurs. C'est la corruption de l'électorat. En principe, voilà à quoi servaient ces fonds, ou à quoi servent ces fonds, parce que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment fini. Voilà, ça va continuer. Donc, le problème, c'est nous sommes dans les perspectives, c'est de supprimer ces fonds. On ne peut pas se balader comme ça avec de l'argent du contribuable, parce qu'on sait que ces fonds viennent de quelque part, et un député se retrouve avec 105, moi j'en ai vu 150 millions. En période électorale, honorable, vous pouvez le confirmer. Non, elle ne confirme pas. C'est pour faire quoi? Elle ne confirme pas. Je voudrais revenir quand même sur un aspect aussi ici, au niveau des institutions. Après ça, M. Tchema. Fondamental au Gabon, c'est la subordination du juge aux politiques. Tant que les juges rendront compte aux politiques, on n'aura jamais cette indépendance de la justice. Vous parlez devant quelqu'un qui... On aura toujours des gens, il a dit, on aura tous des gens qui se sentiront en sécurité, intouchables, parce qu'effectivement, ils sont sûrs de tenir le juge, ils sont sûrs de le tenir quelque part, peut-être parce que c'est eux qui l'ont fait le nommer. Donc, on doit évoluer, ça c'est vraiment au niveau des réformes, on doit évoluer vers une véritable séparation des pouvoirs, de telle sorte que la justice opère librement. Parce que tant que les juges rendent compte au président, au Premier ministre, mais ils ne peuvent pas les poursuivre. On a au Gabon une commission de la lutte contre l'enrichissement illicite. Mais que fait-elle? Non, mais c'est de la redondance institutionnelle, ça ne sert à rien. Ce sont les hauts magistrats qui perçoivent de hauts salaires. Mais quel est le résultat? Ils ont poursuivi qui? Ont-ils besoin d'attendre que le chef d'État donne l'ordre? Est-ce que c'est leur rôle? C'est vrai qu'à une certaine période, on pensait renforcer les pouvoirs de cette institution. Il faut la reformer. Il faut la reformer. Dans l'État, ne nous sert à rien dans ce Michel, allez-y, vous terminez. Le juge n'est pas un chien de chasse qu'on demande d'aller chasser. Non, le juge doit agir en toute indépendance, en toute liberté. On ne doit pas attendre que le chef de l'État dise qu'il faut faire ceci pour qu'il le fasse. Donc moi, je suis pour, effectivement, je l'ai déjà dit, une véritable indépendance de la justice. Ça pendant le temps qu'il faudra, mais au moins c'est déjà dit, c'est une réforme qu'il faut envisager avec courage, comme a dit madame. Monsieur Tchema. Moi, je parle du postulat que le président Ligui a pris le pouvoir. Le 30 août. Le 30 août, il a cassé la baraque. Mais il faut qu'il soit dans cette dynamique institutionnelle. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on installe de façon concrète une haute autorité de la transparence, y compris celle du président de la République, qui doit faire le point tous les 6 mois. Que vous soyez la présidente de la République. Ce ne sera pas une institution de plus? Non, mais ça fonctionne en France. Qui va allouer des gros salaires à ses membres? C'est elle qui a mis Sarkozy en prison. Oui, mais sauf que comparaison n'est pas raison. On ne peut transposer que ce qui marche chez les autres. Mais comparaison n'est pas forcément raison aussi. Autre chose.
On a trop donné de pouvoir à monsieur le président de la République. Il est président de la République, il est chef de l'État, il est chef du gouvernement, il est chef de la magistrature, il est chef et tout ça. Donc toutes les décisions doivent systématiquement passer par lui. Et ça, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait une dérogation de pouvoir avec des instruments et des contre-pouvoirs qui vont veiller au gré, méticuleusement. Madame Ogulingedi, vous avez un salaire d'1,7 million. Écoutez, comment l'accessoire peut être au-dessus à plus de 350 millions parce qu'on a redressé à Salah 350 millions, parce qu'on a redressé Gabon Télécom 450 millions, parce qu'on a redressé Perenco 350 millions, monsieur. En un mois, vous avez 1 milliard. Donc, vous avez des bonus qui ne sont même pas codifiés sur le plan légal et réglementaire. Tout ça, ça doit être réglementaire. Est-ce que vous pouvez me dire combien le coiffeur est au Ligia? Vous pouvez me dire combien le chauffeur est au Ligia? Tout ça, c'est un flou artistique. Il faut qu'on aille dans les détails. Ici, à Radio Gabon, Madame le directeur général, voici votre solde du point de vue de la fonction publique parce que il y a la grille salariale. Maintenant, comme vous avez les responsabilités, les soldes forfaitaires, il y a un décret, voilà ce qui vous revient. Maintenant, vous avez un budget, carburant, paperasse, imprimerie. C'est dans tout ça. On vous dit dans les administrations, par exemple, au budget ou bien à l'éducation nationale, il n'y a pas de rang de papier, il n'y a pas de craie, il n'y a pas de retour machin. Mais écoutez, et puis vous allez au trésor, on vous dit, mais le budget est exécuté à 80%. Le budget a été exécuté à 80%. Et on demande aux parents les rangs de papier, on demande les cotisations, les parassociations, mais c'est une supercherie et c'est voulu et c'est entretenu. Les gens qui vont rentrer au gouvernement, là, c'est imminent, doivent avoir la probité, doivent avoir l'intégrité, doivent avoir des modèles. Le modèle commence par le sommet. Quand le président va donner le modèle, quand le président va être exemplaire, quand il va être rigoureux avec ses proches collaborateurs, avec la famille, les frères. Parce qu'on nous a parlé de la Young Team. La Young Team, c'était Noureddin et ses enfants et son monde, son petit monde là. On nous a dit que c'était des collégiens, en réalité, qui n'avaient même pas un vécu professionnel. Écoutez, c'est compliqué. Donc, je boucle en disant que dans ce Gabon, la question de l'indépendance de la justice doit être avérée. Mais vous savez, moi je dis à monsieur, moi je ne crois pas à la capacité de l'homme de s'auto-modeler. Je ne crois pas à cette capacité de l'homme de devenir de lui-même éthique. Et ce serait une illusion. Vraiment, c'est la société, la loi qui façonne et qui modèle l'homme. C'est la sanction qui modèle l'homme. Monsieur, chez vous, votre enfant ne peut pas lui-même se donner, s'auto-éduquer. C'est vous qui éduquez l'enfant. Et comment vous l'éduquez chez vous? En lui fixant des limites, en sanctionnant quand il faut sanctionner, mais également en gratifiant quand il faut gratifier. Si dans la maison, vous ne sanctionnez plus, vous ne donnez plus de limites, comment comptez-vous espérer que votre enfant soit le modèle d'enfant que vous voulez? C'est la même chose en société. L'homme ne s'auto-modèle pas. C'est la société par la sanction, la législation, la loi, par la répression que l'homme va se modéler. Au Gabon, il y a trop d'impunité. Au Gabon, il y a trop d'impunité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre pays, personne n'a peur de rien. Vous avez, comme disait M. Echima, que le président de la République est super puissant. Mais pourquoi on fait ça? Comment voulez-vous qu'un roi qui cumule sur lui tous les pouvoirs d'une nation, comment voulez-vous ne pas lui faire absolument allégeance? Or, lorsque tout ça est dispersé, il y a une forme d'équilibre qui se passe. La gestion de la chose publique, la gestion de l'État doit être équilibrée pour s'assurer que les intérêts des uns et des autres, de la société, soient respectés. Il faut que j'arrive à dire au vénérable que général, attention, vous dépassez la limite de ce qui vous est autorisé par la loi. Mais si vénérable est libre de faire ce qu'elle veut, parce qu'elle concentre à elle tous les pouvoirs, et c'est que je ne peux rien lui dire, parce que si je le lui dis, elle va me dégommer de mon poste, je fais la loi de l'omerta, je me tais, le général se tait, et on continue notre vie. C'est ça qui prend notre pays. Et donc, et vraiment pour revenir sur le procès, nous avons tous été choqués. Moi le premier, par les montants qui ont été... Je veux dire, j'aimerais peut-être être honorable à cet argent. Je ne sais pas ce que gagnent les parlementaires au Gabon, mais peut-être vénérable à des montes de 100 millions chez elle. J'ai été député de la transition. Voilà, donc... Nous n'avions pas eu des fonds politiques, des fonds de souveraineté. Non. Parce que juste la première année, non, il n'y a pas eu. Non, mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est-à-dire que nous, on n'est pas...
Et il faut qu'on se le dise. Je pense que tous ceux qui sont sur cette table ne sont pas contre l'acquisition des biens, l'acquisition de la fortune. C'est bien que les gens aient de l'argent. C'est bien que les gens soient fortunés dans un pays parce que ça relève le niveau de vie du pays. Mais il faut que l'argent soit obtenu de façon légale et régulière. Il faut que les gens aient de l'argent parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont créé de la valeur ajoutée pour eux-mêmes, mais également pour le pays. Mais vous avez des jeunes qui sortent je ne sais d'où. Je suis assis chez moi. J'entends un certain Osseni. Il est qui? Il sort d'où? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a comme expérience? Il devient directeur de cabinet du président de la République adjoint. Et il a un salaire de 30 millions par mois. Vous comprenez? De 80 millions par mois. 80 millions par mois. Avec des primes. Donc ce jeune-là, au bout d'une année, avec des super primes, hein? a dépassé ce que Honorable aurait pu espérer peut-être pendant les 30 dernières années de sa vie. Comment peut-on accepter cela? C'est inacceptable. Mais qui a dit au président que c'est une limite à ne pas dépasser? Où était la Cour constitutionnelle? Où était la Commission d'enrichissement illicite? Où était la Cour des comptes quand tout ça se passait? Qui contrôlait la NIF? Qui contrôlait que les fonds sont en train d'être dissipés? Qui contrôlait que les avions sont en train d'être loués à coup? Qui contrôlait qu'on envoie des chiens se faire soigner au Royaume-Uni au frais du contribuable? Qui a dit non? Qui a dit non? Ne serait-ce que par un petit article dans un journal. On a tous cautionné, on a fait la loi le matin parce qu'on veut protéger ces petits pouces. Et lorsqu'on arrive à cela, monsieur, on détruit tout un pays, on détruit toute une nation. Et c'est là où nous sommes. Mais vous avez posé un certain nombre de questions avant de passer la parole au docteur. J'ai envie de revenir sur l'une des questions que les populations également se sont posées sur les réseaux. Ils se sont demandé si finalement ce procès n'était pas une fenêtre ouverte à la fameuse commission vérité, justice et réconciliation qui devrait être mise en place. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, moi je ne sais pas trop à quoi servirait cette commission. Nous avons eu le dialogue national, nous avons eu les conférences nationales, nous avons eu plein d'assises pour. Je crois qu'avant l'élection, on a eu les assises nationales, je veux dire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça a donné? Je veux dire, on aime bien les concepts pompeux chez nous, mais il faut être efficace dans ces concepts. La commission justice, si vous faites une commission justice, c'est pourquoi parler de justice, de réconciiliation, de vérité. Nous ne sommes pas un peuple en guerre. Définir les Madame, nous ne sommes pas un peuple en guerre. Nous ne sommes pas un peuple divisé. Oui, mais le Gabon n'est pas. Oui, mais Maître Béranger, il y a eu quand même les événements de nous avons ce qui nous intéresse. Chez Jean-Ping, il y a eu les responsabilités ne sont pas. Non, en je comprends. En 2009, il y a eu des événements. Chez Jean-Ping, ça a été bombardé. Mais moi, ce qui me conteste, monsieur, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait une nation forte. Qu'on ait une nation forte où chacun a les mêmes chances de s'en sortir. Où la chose publique est gérée dans l'intérêt public. C'est ce qui intéresse. On peut faire la commission justice et réconciliation en vérité. Pour faire quoi après? Pour envoyer les gens en prison? Pour dire que tel tu as fait en 2016? Pour dire à Maître Béranger quand tu as fait avec une balle? Pour donner de l'argent encore à ceux-là qui en ont encore? Déjà, de l'argent à ceux-là qui en ont encore. Je pense que c'est Maître Béranger, en tout cas, tout ceci passe par... Il faut tuer le système. Je suis d'accord avec vous. Le système ne repose pas sur Ali Bongo et Noureddin et sa mère et les 10 autres. Je suis d'accord avec vous. Le système, il est encore là et je crois que le président de son piédestal, de son palais, c'est ça, il faut tuer le système. Mais je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, il faut le tuer, mais pas où il faut le tuer. Laissez docteur, il y a le docteur qui veut intervenir. Quand il y a eu Covid, c'est qu'Agadis devait l'État gabonais près de 10 milliards. Et ils ont trouvé un tour de passe, les bons, et financer cette période-là. Mais ça, c'était quoi? C'était le redressement fiscal. Mais qui nous dit que Agadis devait 7 milliards? C'est Écho du Nord par ses enquêtes. Mais on a donné les gens les bons, et puis je crois que là-bas, les impôts ont dit, bon, Agadis n'a plus de dette. Vous voyez les techniques comme ça? On n'est pas informé, on nous dit, voilà, vous avez 15 bons pour la Covid, allez-y à la Gabo, pris là-bas, allez-y à la Gabo. On n'allait pas dans les autres magasins, c'est pas gel et tout ça, pas du tout, on allait là-bas. Parce que Agadis devait 10 milliards. Et ils ont transformé ces 10 milliards en bons d'achat, en banque alimentaire. Mais qui a fait l'évaluation totale de cette affaire? Rien du tout.
Perenco, c'est près de 30 milliards de redressement. On est tombé à 10 milliards. Mais le gap de 20 milliards là, sur la base de quoi on est arrivé à ça? Tout ça, c'est du flou artistique. À ça là, c'est la même chose. Les Marocains, c'est la même chose. Docteur. Donc il faut casser la baraque, il faut tuer le système. On va revenir vers vous. Laissons d'abord Madame Bouriguende. Je pense qu'en écoutant les uns et les autres, en tant que comportementalistes, nous sommes devant un dilemme. Le dilemme est le suivant. Beaucoup ne croient plus en la force de la loi. Nous avons des lois, nous avons des règles. Nous n'y croyons pas. Nous n'y croyons plus. Pendant 14 années, et peut-être pendant 50 années, les lois étaient là. Elles ont été améliorées année après année. Nous avons un squelette, une architecture tout à fait formidable. Parce qu'on a des génies au Gabon qui travaillent pour les lois. Quelle sera la force d'une loi si les gens qui sont chargés de garder ces lois, de les faire appliquer, de les faire exécuter et de punir, si leur moralité a un problème? C'est une question. Voilà. Deuxièmement, les gens ne croient plus tellement à la foi et à l'intégrité. Au point de se poser la question, y a-t-il un seul juste au Gabon qui soit intègre et capable de se tenir tranquille quand il a en face de lui des millions et des milliards et dire ça, ce n'est pas à moi, ça appartient à la population. Y a-t-il un juste comme ça? C'est ça le dilemme. Je suis persuadé que pendant que Bongo Ondimba, des décennies durant, a géré le Gabon, il a toujours dit, et il savait que ce qu'il faisait, lui et tous ceux qui ont géré avec lui, il ne faisait pas ce qui était juste. Il le savait, ils le savent. Après lui, d'autres sont arrivés. Ils savent aussi. À un moment donné, on m'a demandé à tous les acteurs gabonais qui avaient de l'argent en Europe, faites venir l'argent que vous avez laissé dans les comptes. Le pays est en difficulté. Chacun attendait que l'autre fasse le geste. Ils se tiennent. Quand on parle de système, le système, c'est rien du tout, ce n'est qu'une philosophie de vie. Si ce n'est que des valeurs, voyez-vous, si ce n'est que des complicités, si ce n'est que des arrangements, si ce n'est que des familles, si ce n'est que des loges, il faut le dire à haute voix. Si ce n'est que les gens ont aimé plus les amis, plus la famille, plus les loges que le Gabon. Gabon d'abord m'invite et nous invite à poser des actes dans le premier but de l'honneur et la dignité pour notre pays. Si on n'en est pas là, je vais vous dire, nous pouvons nous le dire, nous sommes totalement misérables. Y a-t-il un homme juste, quel que soit son rang, qui va se dire, j'ai à ma disposition des millions ou des milliards, je ne les prendrai pas parce que ça sert aux populations. Cet homme, il est où? Nous le cherchons. Et les lois que nous avons, elles existent, elles sont pour la plupart du temps correctes parce qu'elles ont été mises en place par des juristes chevronnés. Ces lois existent. On parle d'institutions fortes, oui, mais les hommes qui sont chargés de les gérer, qui sont chargés d'être, comme on dit ailleurs, les gardiens du temple, pour veiller à ce que les valeurs éthiques, les valeurs de vie, les valeurs de dignité et d'honneur, que ces valeurs n'échappent à aucun leader qui assume une responsabilité à quelque niveau que ce soit à la République. Ces gardiens sont où? C'est une équation très complexe. Elle m'invite à revisiter une fois de plus notre culture, notre foi. Je vais vous dire, savez-vous que nous avons des amis, des parents, des collaborateurs à un haut niveau de la République qui croient en des choses stupides, qui pensent que je vais aller prendre un enfant, l'égorger, aller voir un magicien ou un fétichiste pour gagner une élection. Ça, ce sont des foi et des pratiques non seulement d'un autre siècle qui ne participeront jamais au développement d'une communauté. Nous avons un sérieux problème de foi, de culture. Il faut revisiter nos foi. Quand je dis foi, encore une fois, désolé, ne m'amenez pas dans les religions pour dire chacun est libre de croire ce qu'il veut. Oui, mais est-ce que l'amour a un problème? Est-ce que le pardon a un problème? Est-ce que l'intégrité a un problème? N'est-ce pas là des valeurs qui sont au-dessus des religions, au-dessus de la foi? Et ces valeurs
Où sont-elles aujourd'hui dans la vie des leaders? Je suis persuadé que si chacun fait un examen de conscience personnel et intègre et honnête et sincère, nous devons tous nous mettre à genoux devant l'Éternel. Là est tout le problème. Et si nous voulons une véritable restauration, c'est des institutions, oui, des textes, oui, des lois, oui, de la Constitution, oui, mais c'est des valeurs de vie. Et ce que le docteur dit tout à fait vrai, parce que si vous me permettez, il faut arriver à inculquer aux Gabonais l'amour de son pays, l'amour de sa nation. C'est ce qui nous a tous perdus. On n'aime plus ce pays, on n'aime plus cette nation, on s'aime soi-même et on fait donc de la gabégie pour avoir... On aime l'argent du pays. Mais voilà, c'est pour ça que je suis en train de dire. Parce que vous savez, quand vous aimez votre pays, moi je n'ai pas la prétention de dire qu'il n'y aura plus de voleurs. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il n'y aura plus de corrompus. Il y en aura toujours. Je pense même qu'au paradis, il y en a quelques-uns. Mais ce qui est important, c'est que même si vous volez, même si vous détournez un peu, construisez le pays. Donnez au pays ses lettres de noblesse. Donnez au pays de la grandeur. Donnez au pays de la dignité vraie, pas des paroles et des slogans. Il faut qu'on redécouvre l'amour de notre pays, comme un homme qui a été un peu fâché avec son épouse redécouvre l'amour pour sa femme et décide de la reconquérir. Et c'est là le travail que le président de la République aujourd'hui Madame Ogulugende, Madame Ogulugende, son consul parlementaire. Une petite anecdote. Allez-y vraiment parce que ça se passe entre une de mes filles et moi. Il y a Michel qui va intervenir, il y a Monsieur Tchema aussi qui s'impatiente. Elle ceci, elle me dit, papa, je me suis retrouvé face à des situations où j'ai failli glisser et faire ce qui n'était pas correct. Et j'ai pensé à toi, papa m'a toujours dit. C'est comme si je suis présent dans sa conscience avec les conseils que je donne. Une manière de dire, on éduque les enfants, ils sont sages à la maison. Et quand ils partent de la maison, qu'est-ce qui les éduque? C'est ce qu'ils ont reçu comme héritage. Quel est l'héritage du Gabon? Quel est l'héritage des Gabonais en matière de valeurs? C'est cet héritage qui me donnera, moi, là où je suis, de me tenir digne et honorable face aux situations même difficiles qui pourraient me pousser à poser des actes déshonorants. Tout à fait. Madame Ogulugende. Merci. Tout à l'heure, mon voisin d'en face a parlé du cas du Bénin. J'ai été en mission d'immersion au Bénin et j'ai été au Parlement béninois avec d'autres Gabonais. Et j'ai entendu que le président du Bénin a mis fin à ce qu'on appelle l'argent roi. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup impacté pour dire que tout ce qui est malais, tout ce qui est fonds politique, non. Il a décidé de mettre un fonds pour les partis politiques. Donc ce fonds-là, pour en bénéficier, il faut avoir des élus au Parlement. Donc c'est clair, c'est je crois 3 milliards. 3 milliards au Bénin, c'est pas petit. Le reste de l'argent a été investi dans le développement. Et quand vous arrivez au Bénin, vous sentez vraiment que oui, le pays est en train d'être transformé. On est allé à l'opposition, à la majorité. Les gens ne sont pas d'accord sur certaines choses, mais sur le développement du pays, tout le monde est d'accord parce qu'ils ont vu vraiment. Un pays comme le Bénin, les cantines scolaires pour les enfants, c'est une réalité. Ça dit que la répartition... Vraiment, c'est ce qu'on attend vraiment. On ne va pas chercher l'homme et tout. Nous avons le président Oligui Nguema. C'est le Josué du Gabon. Tout ce que nous avons à faire, c'est vraiment de soutenir pour que la rupture annoncée soit une réalité, qu'elle soit effective. Et là, ça demande un effort collectif. Nous devons avoir une loi sur l'accès à l'information. Si toutes ces informations étaient rendues publiques, tant que c'est l'argent du contribuable, on doit savoir que le ministre est payé à 2 francs. Le président, ça doit être public. Comme ça, les gens vont assumer les travers. On va voir comment quelqu'un va assumer vraiment publiquement qu'il a eu 350 millions ou 5 milliards. Nous avons vu qu'il y a des textes qui ont cristallisé des injustices. À l'époque, peut-être que c'était valable, mais pas aujourd'hui. On nous dit que certaines personnes perçoivent un pourcentage de l'exécution du budget, ainsi de suite. Non, ce sont des textes qu'il faudrait revoir. Il y a aussi une initiative internationale qui s'appelle « Partenariat pour un gouvernement ouvert ». C'est vraiment pour permettre à l'État d'être transparent. Parce qu'aujourd'hui, on assiste beaucoup plus à la communication des leaders, en fait, des institutions.
le ministre a fait ceci. Non, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est audiences. Est-ce que ce Les audiences qui n'en finissent pas. On doit nous renseigner sur ce qui est en train d'être fait par rapport à la vision. Nous avons une vision globale et chacun porte un pan de cette vision-là. Et nous devons suivre si vraiment la mise en œuvre vraiment de la vision. Et nous avons comme pilier la justice sociale, les institutions et la bonne gouvernance. Ce sont ce sont des piliers vraiment importants dans le projet de société. Bon, les réformes, on les attend. Moi, j'ai été au Parlement. Nous n'avions pas de fonds politiques. Nous avons eu les fonds de souveraineté la première année. Nous avions juste notre salaire de 1 700 000 et nos primes de cabinet. Enfin, on n'est pas mort. Mais pourquoi on va penser que vraiment il faut donner beaucoup d'argent aux institutions et laisser la population de côté? Mais la prochaine législature demande même une augmentation de leur... Là, le président, le président est face à un dilemme. Et moi, j'ai confiance au président de l'Assemblée nationale qui a été nommé, parce que dans ses priorités, il y a ces questions de transparence, de digitalisation. Nous devons tous faire des efforts. Nous devons accepter les efforts. Vraiment, ces injustices, cet argent roi et tout ça, il faut qu'on mette fin parce que ça ne va pas continuer. Aujourd'hui, les populations, nous allons assister davantage au contrôle citoyen de l'action publique parce que il a parlé de la haute autorité de la transparence. Quand c'est transparent, chacun sait qu'à l'école de Mabanda, on a donné 10 francs et les 10 francs, c'est pour ça. Ici, à la RTG, à Gabon, premier autant pour moi, on doit afficher le budget et les lignes. À partir de ce moment, si le directeur réclame les rames de papier, on lui fait comprendre qu'il a eu un budget pour cela, donc il n'a pas besoin de... Et pour le moment, on attend aussi le fameux audit de 7 milliards qu'on a distribué un peu partout. Il faut. Mais vous avez l'impression que les provinces changent un peu. Il faut cet audit-là, mais il faut aussi un audit de toutes les rémunérations, de tous les avantages, de tous les privilèges. Je pense que c'est le chef de l'État lui-même, il nous montre... ça c'est mon regard, quelqu'un de simple, quelqu'un qui n'est pas attaché vraiment à ses biens matériels. Il montre vraiment qu'un président, c'est d'abord un serviteur. Il est là pour servir la nation. À partir de ce moment, le problème, c'est pas qu'il soit chef du gouvernement et tout. Parce que lui, normalement, le président, tout ce qu'il fait doit être normé. Voilà pourquoi nous avons besoin d'abord de ces conditions de transparence. Qui doit faire quoi? Comment il doit le faire? Et une fois que c'est fait, en dehors de cet esprit, que ce soit le chef de l'État, le chef du gouvernement, le président, tous les acteurs de la gouvernance qui manipulent ou qui prennent des décisions pour le compte de l'intérêt général doivent le faire dans le cadre des textes, des normes et des procédures. Et les citoyens... il faut que ça soit contrôlé. Bien sûr, avec les mécanismes. On va très rapidement. Et le citoyen qui doit aussi exercer son contrôle citoyen. Un dernier tour de table, s'il vous plaît, vraiment. Michel, vous démarrez et puis nous allons faire le tour avec après M. Tchema. Je comprends parfaitement l'interpellation du docteur qui appelle à une réapplication. Qu'est-ce qu'on retient Je pense que le but de la société n'est pas de produire des hommes justes, mais de rendre les lois justes. Ouais. Ce sont les lois qui doivent être justes pour avoir un effet contraignant sur les comportements des individus qui tendraient à s'égarer de la norme. Donc, il y a un aspect qu'on a failli occulter par rapport à ce qui appelle à la tenue d'une commission vérité et réconciliation. Je voudrais me prononcer rapidement là-dessus. Moi, je pense qu'elle n'est pas nécessaire et je ne crois pas à la sincérité de ce qui appelle à cette commission-là. Parce que ce procès, lorsque vous le regardez bien, il est déjà en quelque sorte une commission, enfin une occasion pour les Gabonais de se dire des vérités, notamment sur les crimes financiers qui ont eu lieu au cours des 14 dernières années. Moi, vraiment, je le répète, le mal n'a pas commencé en 2018. Au cours des 14, de 2009 à 2023. Bon, il n'a pas non plus commencé en 2009. Oui, bon, là... Depuis oui, 90, bon, moi, je... Voilà. Mais je 90, en 2023, on n'a pas eu de grandes réalisations. Et je crois que ce procès n'est pas fini. Nous attendons, puisque nous sommes... Nous espérons qu'il n'est pas fini. Nous sommes à la fin de notre mission. Nous espérons que tous les noms cités seront appelés à la barre
pour dire leur part de vérité, ne serait-ce qu'en tant que témoin, sur ce qui s'est passé, pour qu'il y ait autant d'argent, pas de 4 000 milliards qui sont sortis du trésor public pour se retrouver. Ça, c'est le chiffre entre- officiel. Voilà, des personnes physiques comme morales. Aussi Donc, bien, c'est- enfin là, très bien. vous Donc, faites nous bien espérons de que faire ces Makanika, personnes... aussi bien les personnes physiques que morales. Et je termine en disant que le problème du Gabon, ce n'est pas seulement les Sylvia Bongo, mais c'est vraiment la lutte, comme elle a dit, contre l'impunité, contre les inégalités. C'est exhorter aussi les décideurs à plus de transparence, à plus, je veux dire, à plus d'impartialité. Parce que si tous les voleurs sont punis de la même manière, très les bien. voleurs, Voilà, bon. voilà. Non, oui, bon, en fait, non, mais ce sont des voleurs. S'ils sont punis de la même manière, bon, en des fait, présumés voleurs. il ne faudrait pas qu'il y ait des voleurs impunis. Des pendant que d'autres présumés sont voleurs, en tout cas, des pour le belles moment. barreaux. Non. Il faut que la loi présomption traque. d'innocence. Oui, bon, enfin, on le sait, mais il faut que la loi traque tous les voleurs ou les présumés Les voleurs, présumés de la voleurs. même, de la même manière. Merci. Monsieur Tchema. Bon, moi, je voudrais... Je suis dans l'histoire du Gabon. Oyemba nous a dit l'argent a pourri le pays. Omar Bongo disait l'argent gagné malhonnêtement est un venin. Il faut qu'on arrête avec les conflits d'intérêts. Un ministre, un président de la République, un membre de la Cour constitutionnelle et tous les DG ne peuvent pas être des commerçants. C'est pas possible. Ou ne peuvent pas avoir des assujettis syro-libanais ou ouest-africains qui gèrent leurs affaires. C'est pas possible. Il y a collusion. Et quand il y a collusion, ça devient compliqué. Il faut que les uns et les autres justifient les moyens qu'ils ont. Ils ne peuvent pas indéfiniment avoir un train de vie ostentatoire. Un ministre est au service. Il n'est pas là pour se servir. Où sont passés les budgets d'investissement? On est là depuis 26 mois. On est à 6 mois de la 5e République. Aujourd'hui, on parle d'un lit. Aujourd'hui, il y a le procès. Mais l'état actuel de la société n'augure pas des lendemains meilleurs. Il faut que le président de l'Oligui tape du poing sur la table. On ne veut plus que ça se répète, ce qu'on a vécu. De 90, n'ayons pas peur. Les histoires de mallettes, les histoires de la Banque Populaire, de Luxembourg. Une famille est au cœur de tout ça. Des amis et coquins sont au cœur de tout ça. Il faut que la justice se batte pour avoir sa liberté, son indépendance. Il faut que les sociétés civiles ne soient plus inféodées et caporalisées. Lorsqu'elles sont au pouvoir, elles tiennent un autre discours. Elles font l'apologie du prince. Non! Aujourd'hui, je vous dis que la société civile est complètement dépouillée. Elle était dans les transitions pour faire quoi? On ne sait pas. Résultat de course, on nous dit dans les plateaux et à la télévision que le roi. Et à la fin, ça devient quoi? Et après, on s'est dit, personne n'a rien fait. On va faire les commissions de ceci. On va faire... Vous avez vu ce procès-là? Il a été intégralement du début jusqu'à la fin transmis à travers le monde. Tout le monde en parle. Même si on a voulu faire prétendre que la justice est sous pression. Mais je crois que M. Assa Assoumou a fait sa part. Je crois que M. Edi Minan, que je ne connais pas, mais on a discuté dans les plateaux. Ils ont fait leur part. Ils ont fait leur part. Le gouvernement, à travers ses avocats, Maître Issia, le doyen, et Bougui Kouma, qui a fait la démonstration. Parce que nous-mêmes, nous sommes ressortis de ça. Vous imaginez Ali... à l'article 78 de la Constitution de 2021, comment à cette époque on pouvait dire qu'un président élu ne peut pas être poursuivable? C'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas l'interroger. On avait du mal à l'interroger parce qu'il devait dire c'est moi qui suis responsable. Et donc ces gars-là n'étaient que sous mes ordres. Et donc, est-ce que vous voyez un peu? Donc il faut que le dispositif institutionnel. Je vu M. Onangandiaï, on dit c'est un diplomate avéré, il a un parcours impressionnant. Je souhaite que pas cette assemblée monocolore, parce qu'on sait que l'UDB est là-bas, elle est écrasante, mais qu'elle prenne des dispositions pour renforcer. Les gens se plaignent dans les réseaux sociaux, dans les bars, oh non, c'est 20 ans. Mais 20 ans, c'est petit, il fallait 50 ans. Il faut lire, il faut qu'on ait une culture juridique aussi, parce que ça, la maximale, c'est 20 ans. Donc, Yann Koudé, qui a eu ses 15 ans, c'est quand même acceptable. Yann Ngolo. Monsieur Yann Koudé, il est cité indéfiniment, bon, on ne sait pas bon, ok, on comprend. Aux dernières nouvelles, on nous dit qu'il est à la BAC, on espère qu'il va venir se prononcer. Maître Béranger. On nous dit BG Bank. Mais comment, je vous pose une question de ce plateau. Terminez BG Bank est parce impliqué. qu'on est en train de terminer. Alors, est-ce l'émission, que le ministre actuel de l'économie et des finances, de la vie chère et de la dette, c'est très lourd, qui est aussi patron de BG Bank, ça s'est passé comment?
On ne peut pas être juge et parti. Est-ce que vous voyez un peu comment la République fonctionne? Il y a même une incompatibilité. On n'en parle pas. Donc je dis, c'est une première, c'est un processus. Et nous espérons que l'Église va aller jusqu'au bout, comme Mba Obama le disait si bien, pour que nous ayons une République où personne... Avec lui également. Avec nous tous. Où personne n'est au-dessus de la loi. Ne vous mettez pas de côté, monsieur Tchema. Avec vous aussi. Maître Béranger. Vous savez, Brian, le procès est terminé. Très bien. Le procès est terminé. Nous avons écouté des histoires chocs. Nous avons également écouté les sanctions. Mais le procès est terminé. Et le Gabon continue. Comment allons-nous continuer? Ce n'est pas à moi, mais déranger de le dire. Parce que ce procès n'avait pas vocation à régler les problèmes du Gabon. Il avait vocation à sanctionner des individus qui ont été présentés pour répondre à des infractions précises. La loi dit que les audiences sont publiques pour des questions de pédagogie. Les audiences ont été publiques et même télévisées. Donc chacun a écouté tout ce qui a été dit et tout ce qui s'en est suivi par la décision de justice. Et comme Mme Oguilene le dit, c'est à chacun de rentrer chez lui et de tirer les enseignements de ce procès. Parce que, comme je disais, moi je suis avocat. Mon travail, c'est de défendre les gens. Mon travail, c'est aller au tribunal, tous les jours, parler. Votre travail, c'est être journaliste. Est-ce que je fais bien mon travail pour l'intérêt de mon pays? Est-ce que vous faites bien votre travail pour l'intérêt de votre pays? Le président de la République, qui est la première institution de notre pays, et je ne pense pas que ce sont les pieds qui dirigent le corps. Je pense que c'est la tête, même si elle est en haut, mais c'est elle qui dirige le corps, qui donne la conduite aux pieds et aux bras. Le président de la République, c'est la tête de notre pays. C'est à lui de montrer le chemin. Par la fermeté, par la volonté réelle de restaurer, de restructurer non seulement le mental, je veux dire l'état d'esprit du Gabonais, mais également de faire comprendre à tous, mais vraiment à tous de façon claire, que la récréation est finie, que la chose publique reste la chose publique. C'est bien le travail qu'il fait. Nous apprécions les routes, les écoles. Je pense qu'il a inauguré un établissement il y a quelques jours. Établissement militaire. Voilà, ce sont des choses qui sont bien. Mais il faut que nous arrêtions et il faut que les gens changent la façon de faire la politique au Gabon. Il faut que nous arrêtions toute notre journée. Nous passons des journées entières à encenser le président de la République. Le président de la République est là pour servir le peuple. Il n'est pas là pour être encensé. Mais qu'est-ce qu'il ne vous dit pas aussi qu'il aime bien ça aussi? Je pense pas. Je pense que ce monsieur veut travailler. Je pense qu'il veut travailler. Mais je crains que... Autant mettre un terme à cela. Non, mais je crains, mais je suis d'accord avec vous. Je suis en train de dire, il faut que les gens... Quiconque... Bien sûr, il faut que les gens arrivent. Voilà. Et je vous ai dit, il faut que les gens arrivent. Il faut mettre un terme à ça. Il faut mettre un terme à ça. Voilà. Et il faut qu'on arrive à avoir des personnes, et je compte sur Honorable pour ça, pour pouvoir dire au président de la République, que monsieur le président de la République, ce que vous faites n'est pas bien pour l'intérêt national. Ou ce que vous faites est bien pour l'intérêt national. On ne peut pas dire tout est bien. Quand c'est mauvais, il faut avoir le courage de dire c'est mauvais. Nous avons des routes en piteux état. Ce n'est plus acceptable. Nous avons des écoles où nos enfants vont qui sont en piteux état. Ce n'est plus possible. Nous n'avons pas d'eau et d'électricité. Est-ce que c'est acceptable? Ce n'est plus. Et ça, il faut le dire au président de la République. Il sait. Mais il faut le lui rappeler tous les jours pour qu'il comprenne qu'il est là pour servir le peuple. Il a prêté serment. Tout à fait. Devant le peuple gabonais. Et nous attendons qu'il fasse ce qu'il a promis. Il a commencé. Il faut qu'il continue. Madame Oguligende, en 1 minute, merci. Et après ce sera le docteur pour qu'on puisse conclure cette émission. Anita Jorana Soumba, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Merci. Dire que nous sommes en train de rédiger les bases de la 5e République. Nous disposons d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. C'est important de lire cette stratégie. Nous avons le classement de Doing Business. Désormais, on doit prendre le temps de lire. On fera les indicateurs pour savoir là où il faut agir très rapidement. Nous avons des réformes dans les différentes institutions pour vraiment une synergie
d'action. Nous avons la question de l'éducation civique, citoyenne et populaire pour reformater vraiment les consciences. Donc là, nous avons des priorités pour le Parlement actuel dans les réformes, les dossiers qu'ils devront instruire très rapidement. Et vraiment cet effort collectif. Il faut dire que la corruption, en fait, la lutte contre la corruption, c'est une chaîne. Le premier maillon, c'est la transparence. Il faut d'abord normer le fonctionnement de l'État dans les moindres domaines. Ensuite, nous avons la bonne gouvernance. Donc, on s'assure que ce qu'on a acté est en train d'être mis en œuvre. Et nous avons un des piliers également, la participation citoyenne. Donc, le citoyen aujourd'hui est reconnu comme un acteur de la démocratie participative dans la Constitution. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont reconnu le rôle constitutionnel de la société civile. Comment il exerce cette participation citoyenne? Mais c'est pour ça que je dis, on vient, c'est durant les réformes là que l'article 7 a été mentionné. Ensuite, on arrive maintenant à sanctionner. Excusez-moi, l'article 7 de quel texte? De la dernière Constitution. D'accord, qu'à la participation citoyenne. Voilà. Mais on l'exerce où? Un acteur de démocratie participative. On est formé, on sait exactement. Lorsqu'on est informé, donc à travers la transparence, on regarde si on nous a dit qu'on doit construire 5 routes cette année, mais les citoyens ont le droit de saisir soit le Parlement à travers des pétitions ou bien écrire au Parlement ou au gouvernement. C'est-à-dire que... Faire des dénonciations. Tout à fait. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Et la corruption arrive à la fin. En fait, on s'est toujours trompé parce qu'on a laissé de côté la transparence, on a laissé de côté de la bonne gouvernance. Et on vient parler. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et de faire un audit de tout ce qu'il y a comme rémunération, de tout, que des institutions et tout, et voir comment... Franchement, non, ils sont en train de faire une proposition. Pas qu'ils en ont trop, en tout mais cas, bon, ils ne viendront pas vraiment, nous dire qu'elle est passée où c'est pas la passé. moyenne quand même. On a survécu. On nous a donné juste les 1,7 million de salaire et les primes et tout. On n'est pas mort. Les fonds politiques. On a fait voilà. Et cet argent-là, on le met dans le développement. On doit s'inspirer de l'expérience de ce pays, par exemple le Bénin, où on doit mettre fin à l'argent roi et prendre cet argent-là pour le développement. La main du président ne devrait pas trembler parce qu'il a tout le peuple derrière lui. On ne doit pas faire comprendre aux Gabonais, continuer à faire croire aux Gabonais que les fonctions politiques et ainsi de suite. Non, c'est le Gabon d'abord. Et le Gabon, ce sont des milliers de Gabonais qui soutiennent vraiment son action, qui ont voté pour lui. Et il faut vraiment qu'il ait le courage de cette rupture-là. Et nous tous, nous avons décidé d'accompagner le chef de l'État. Acceptons de payer le prix, acceptons de laisser tomber certains privilèges pour construire vraiment une nation forte et stable pour tous les Gabonais. Docteur Lambert Koini, au sortir de ce procès, qu'est-ce que l'on retient véritablement? Parce que les Gabonais tombent des nues après ce procès quand même. Première chose, que tous les Gabonais continuent de garder l'espoir. Sinon, le désespoir prend la place. Nous ne voulons pas désespérer. Pourquoi l'espoir? Parce que nous avons à la tête de notre pays un homme. Et cet homme, c'est très certain que Dieu l'a appelé là pour nous aider et conduire le pays. Maintenant, j'ajoute, nous souhaitons que le président de la République intègre en lui-même le concept de contrat moral avec tous les collaborateurs qu'il aura à choisir pour occuper des hautes fonctions pour gérer la République. Ce contrat moral doit être le fondement pour un départ nouveau. S'il y a d'autres paradigmes à l'écart de ce contrat moral, il n'y a pas de certitude que nous puissions changer la donne. Dernièrement, pour finir, que chaque citoyen prenne conscience que nous avons chacun de nous une partition à jouer, que le découragement, que la révolte, n'est-ce pas, que l'allure de vengeance, que l'allure d'auto-sabotage ne nous gagne, comme pour dire, si les autres ont fait, je ferai pareil parce que, en fin de compte, je dois aussi gagner. Nous n'avons rien à gagner si ce n'est qu'à servir la République. Que chaque citoyen s'engage à servir, mieux encore, dans le bénévolat, dans un cœur bénévole. Les malades à l'hôpital, au tribunal, à l'école, à l'université, au Parlement. Nous devons être des serviteurs des citoyens. À travers ce service,
l'État nous offre une rémunération. Ce sont des hautes valeurs morales qui doivent être intégrées en chacun. Si ce n'est pas le cas, nous continuerons à balbutier. Quelqu'un avait dit, dans le monde, il y a beaucoup d'intelligence. Il n'y a pas de doute. Le Gabon a des intelligences pour revoir les lois, revoir les procédures, etc. Il y a très peu de cœur. Beaucoup d'intelligence dans le monde, mais très peu de cœur. Qu'il y ait suffisamment de cœur où l'éthique, l'honneur, la dignité, l'intégrité prendront la place. C'est notre seule issue si nous voulons aller plus loin. Madame, Messieurs, merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Ici, on en parlait. Anita Jordana Tsumba. Oui, effectivement, ce soir, nous avons observé, analysé et projeté 3 étapes pour comprendre que ce procès n'est pas qu'un événement judiciaire, c'est une séquence politique, institutionnelle, voire citoyenne. Les observations montrent un pays en mutation. Les leçons nous rappellent ce que nous devons changer et les perspectives nous obligent à imaginer un Gabon où plus rien n'est laissé au hasard et où la justice n'est plus un privilège mais un droit pour tous. Ce procès passera, mais les questions qu'il pose, elles, restent. Et comme le disait l'honorable PPC, à nous d'y répondre, mais de façon collective. Merci de nous avoir suivis sur Radio Gabon. À très bientôt dans Et si on en parlait. Madame, Messieurs, cette émission a été réalisée par Julien Makita et Wilfried Nzo Tutum. Merci à la collaboration du service numérique, une idée originale de Lauriane Igambo, supervisée par Lila Kelia Mouniépa, supervision générale Claudette Ocom Eoré. Messieurs, merci. Mesdames, d'avoir été avec nous pour cette dernière partie de cette thématique. J'aurai plaisir à vous retrouver dans les jours à venir pour d'autres thématiques, bien évidemment, pour discuter, analyser et débattre, décrypter l'actualité de notre pays. Je suis Vibrian Aseko Olomo, Anita Jordana Tsumba, merci et à la semaine prochaine pour une autre thématique.